Merci. J'espère juste que, comme Semmelweis, qui a donc découvert l'hygiène, fondamentalement, ne pas finir comme lui, parce qu'il s'est tout de même suicidé. Il y a un moment où, quand on pousse un peu loin les conflits, les gens explosent. Et Semmelweis, dit-on, enfin c'est la thèse de Céline, qui était médecin, a fini tout de même par s'injecter spontanément la bactérie et en mourir. Donc voilà. Avant de rentrer dans le détail de ce qu'on a fait ou essayé de faire, je voudrais juste vous raconter pourquoi j'ai pris ce chemin-là et ce que j'essaie de faire. La première chose, c'est que, comme tout le monde, j'ai connu des échecs. Et je vais vous en raconter deux pour essayer de vous montrer pourquoi on essaie de passer assez rapidement dans une discussion publique plutôt que de verrouiller les choses de façon scientifique comme on a l'habitude. Les deux échecs que je voudrais vous raconter, que j'ai jamais raconté clairement, le premier, c'est les histoires du mélanome. Alors le mélanome, c'est très malin, c'est le malin mélanome, comme on dit chez nous. C'est une tumeur noire de la peau pour laquelle on dit que ce sont les UV qui sont responsables. Donc, on dit que ce sont surtout les gens blonds aux yeux bleus, ce qui est vrai, qui font des mélanomes et qu'il faut mettre des crèmes solaires, surtout sur les bateaux, pour ne pas être atteint de cette maladie. Il y a plusieurs cancers de la peau. Il y a les cancers de la peau banaux, type basocellulaire, spinocellulaire, je ne vais pas en parler, mais ça c'est clair, c'est sur les mains, c'est sur le visage, les zones irradiées, c'est simple. Et on sait très bien que quand on met des crèmes, ils n'en font pas. Par contre, le mélanome, celui qui tue, les autres ne tuent pas, eh ben, ce n'est pas si simple. D'abord, la mortalité augmente de 3 à 4% par an en France. Et quand je parle de mortalité, on compare le comparable, c'est-à-dire des gens de même âge et un nombre équivalent de personnes. Donc on voit une augmentation du nombre de mélanomes, on voit une augmentation de la mortalité par mélanome, et surtout, ce n'est pas aux zones qui sont exposées. Quand vous voyez les malades, c'est les fesses, c'est les cuisses, c'est les doigts de pied, mais ce n'est pas le nez ou les mains. Ce n'est pas les zones qui sont les plus exposées au soleil. Et quand on va voir les modèles animaux, on a un modèle où les UV sont clairement responsables du mélanome. C'est un poisson très particulier qui, quand vous l'exposez aux UV, ben, il fait des taches noires. Ça, c'est le modèle qu'a poussé l'industrie pour montrer que les UV sont responsables du mélanome. Enfin, les taches noires du poisson, zebrafish en l'occurrence, c'est un peu différent des mélanomes que nous connaissons. Et quand on va bavarder avec des agriculteurs, ils vous racontent, ou des vétérinaires, que le mélanome est un fléau chez les chevaux et que c'est un fléau parce que c'est le mélanome de l'anus. Or, moi je suis alsacien, je ne suis pas vendéen. En Alsace, les chevaux ne se baladent pas avec l'anus à l'air. Donc je ne pense pas que ce soit les UV qui fassent ça. Alors on l'a repris de façon très physique, comme on sait faire. On a fait une cartographie de là où arrivaient les UV, et on a fait une cartographie des mélanomes, et aucun rapport. Il n'y a pas de corrélation entre l'un et l'autre, ce qui n'empêche que l'industrie continue de nous dire qu'il faut mettre des crèmes pour ne pas avoir le mélanome. Très bien, mais moi je ne comprends pas. Donc je suis allé, où j'ai essayé de convaincre les dermatologues qu'il y avait peut-être un problème, que les équations qu'on avait fait nous sur le mélanome étaient probablement correctes, sur la répartition, et le discours n'a pas avancé. Donc, ça remonte à 15 ans. Un deuxième échec pour moi, qui est un échec du même genre, comme j'ai travaillé pas mal pour l'industrie du tabac, parce qu'on avait besoin de payer les souris, dont je vous parlerai après. Et évidemment, l'industrie du tabac avait un problème, c'est qu'il semblerait de façon totalement évidente que la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Une fois qu'on a dit ça, quel est l'agent toxique dans la cigarette ? En tant que médecin, il est évident qu'il y a peut-être quelque chose d'important à comprendre, parce qu'une fois qu'on a dit que fumer n'est pas bon pour la santé, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et bon, alors, on réfléchit, on y passe pas mal de temps, et je vais avec un ami dans un centre de recherche de l'industrie du tabac en Allemagne, et les murs sont carrelés de blanc, les Allemands sont en blouse blanche, et des souris se font gazer, soit à fumer de cigarettes, soit avec des moteurs Volkswagen diesel, dont on parle maintenant beaucoup, mais qui là étaient probablement plus polluants et moins normés que les moteurs habituels. Bon, on est là,
Et au centre, un crématorium à souris et des Allemands qui vous expliquent de façon très scientifique qu'ils ont étudié les différentes fractions du goudron, peu importe les numéros, ça n'a guère d'importance, et que, bon, celle-ci faisait cela et c'est autre chose. Alors, il est évident que le goudron est dangereux parce qu'il est noir, on est en Vendée, et qu'il est gluant, mais tout de même... Qu'est-ce qui est dangereux Est-ce que le goudron est vraiment dangereux? Ce que nous, on sait, c'est que quand on regarde l'épidémie des cancers du poumon, le risque est le même que vous fumiez des cigarettes dites lourdes aux cigarettes légères. Les cigarettes légères, qui sont des cigarettes très à la mode, ne sont pas moins dangereuses que les cigarettes classique. Et la teneur en goudron émise par une cigarette, donc la partie noire que vous voyez au bout du filtre, est aujourd'hui du 5e de ce que c'était avant, et il n'y a pas de différence de risque, grosso modo, pour les patients, enfin les futurs patients. Et donc, on se regarde avec un copain, et on regarde le crématorium à souris, et on se dit, merde, ils n'ont pas pu penser au gaz. Et donc, hors contrat, pour le plaisir ou vraiment pour l'intérêt de la chose, on va regarder quel est l'agent toxique de la cigarette. Et on finit par découvrir ce que savaient tous les gens dans les sous-marins ou dans les navettes spatiales, c'est qu'une teneur en gaz carbonique un peu élevée, c'est dangereux. Il y a relativement peu de gaz carbonique dans l'air dans lequel nous sommes ici, contrairement à ce qu'on raconte. Par contre, il y a 500 fois plus de gaz carbonique quand vous fumez une cigarette. Donc il y a un rapport énorme. Le gaz carbonique et l'eau, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, ça donne de l'acide carbonique. Bref, le gaz carbonique est dangereux, et quand on enlève le gaz carbonique de la cigarette, on en enlève la toxicité. Démonstration, pas que simple techniquement, parce qu'il faut enlever le gaz carbonique sans enlever les goudrons pour vous démontrer quelque chose. Mais enfin, c'est un boulot qui peut-être à côté entre 10 et 50 000 euros, je ne sais plus les chiffres exactement. Pour vous dire que c'est relativement simple. Pour ceux que ça intéresse, on a fait passer la fumée sur un lit de potasse, histoire d'enlever le gaz carbonique qui est un acide. Et de garder le nombre de particules, ce qui a été compté, ainsi de suite. Bref, on se retrouve, et on va voir donc l'industrie pour leur dire « Coucou, votre truc, c'est peut-être le tabagisme, c'est peut-être un empoisonnement gaz carbonique. » Et alors, évidemment, qu'est-ce que fait l'industrie? Ils viennent voir. Ils viennent voir, et la première chose qu'ils font, c'est de voir si on dit des conneries ou pas, quoi. Donc, première chose, est-ce qu'on a les sondes? Deuxièmement, est-ce qu'on a les souris? Enfin, est-ce qu'elles existent bien? Donc, ils regardent les cahiers de laboratoire, ainsi de suite. Et bon, je pense qu'on les convainc. Et après, on n'a plus de nouvelles. Et ils arrêtent la collaboration avec nous. Collaboration qui nous était utile pour payer les souris, ainsi de suite. Après, j'ai entendu, c'est vrai, je pense, qu'ils ont fermé leur propre centre de recherche sur le tabac, parce que je pense qu'ils ont eu des données épidémiologiques qui montraient que ce qu'ils avaient défendu, c'est-à-dire que le tabac, la teneur en goudron était le paramètre principal, ils s'étaient bien rendu compte qu'on ne disait pas des conneries, quoi, que c'était vrai. Donc pour moi, ça a été un échec parce que j'étais incapable de faire bouger, pas l'industrie au sens... je ne suis pas un homme d'argent, mais au sens de la société, je n'y suis pas arrivé, que l'on se battait contre des goudrons qui sont totalement innocents, enfin très probablement innocents, en tout cas dans l'épidémie de cancer du poumon, mais qu'on voyait que le gaz carbonique était probablement l'agent causal, de refaire, même au tarif de l'industrie américaine, notre expérimentation, ça coûtait quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros. Je veux dire, c'était rien par rapport au poids de l'industrie. Donc, on a essayé de réécrire le cancer, et c'est ça que je vais essayer de partager avec vous, et on a décidé de changer de mode de communication pour qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est qui? Les gens autour de moi sont tous des inconnus, et ils ont tous envie de le rester. Enfin, je le crois. Et on essaye de réécrire la médecine quelque part en des termes poétiques. C'est-à-dire de chercher les équations fondamentales de la vie, la beauté de la science, de la pureté, et d'essayer de comprendre les choses. Alors là-dedans, il y a plein de sujets qui n'ont strictement aucun intérêt pour vous, mais qui nous amusent beaucoup. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a les doigts comme ça? Ça... probablement, donc ça vient dans des réunions, probablement parce que l'enfant, dans le ventre de sa mère, a la main fermée et que ça s'allonge de façon horizontale. Enfin, ça, c'est des questions qui nous amusent, mais qui sont loin du cancer, mais qui ont une beauté. Quand vous regardez, par exemple, les pieds
et que vous êtes les doigts nus des pieds, ben vous retrouvez quelque part la forme de l'utérus de votre mère. Ce sont des choses qui, physiquement, ont un sens, qu'on n'a pas cherché à démontrer, mais qui montrent que beaucoup de choses dans notre corps ne sont finalement que de la physique, ou de la physique extrêmement simple. Je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais c'est un vrai sujet que d'essayer de comprendre des choses élémentairement importantes et fondamentalement sans aucune importance. Mais c'est beau. Et la beauté, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc les gens sont pour la plupart issus des grandes écoles parisiennes, c'est-à-dire essentiellement Polytechnique, où je suis maintenant depuis près de 25 ans, mais aussi ailleurs. Pour moi, les diplômes qu'ont les gens n'ont strictement aucune importance. Il y a des gens bien dans tout le monde, et puis il y a des cons partout. Ça, vous le savez comme moi, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et on fait les réunions, souvent dans le cadre intime de mon appartement. Et pour que l'idée puisse germer, pour que l'intelligence puisse naître, ben, il faut de l'amitié, il faut un peu de pinard, ça sert peut-être beaucoup. Ici, je pense que je suis dans une raison de cidre, mais j'en sais rien. Non, j'ai bu du Saint-Brème sur mer hier. C'était bon, en tout cas. Mais enfin, l'idée géniale ne germe pas dans le cadre guindé et carré des institutions. Alors, quand vous avez ce genre de gens, ben, il y a des choses qui sortent. Et ça sort dans des sujets qui n'ont souvent rien à voir. Et tout le problème que j'ai eu, moi, c'est de canaliser ces esprits vers des sujets qui, pour moi, en tant que cancérologue ou de radiothérapeute, avaient un sens. Alors, je vais vous montrer... J'ai préparé des diapos, j'ai essayé de traduire en français, une partie n'a pas été faite. Enfin, peu importe, vous n'allez pas m'en vouloir, c'est pas, je pense, dramatique. Il y a 3 diapos qui sont importantes, c'est les 3 premières. Le reste, c'est de la science, et je vais peut-être passer un peu plus rapidement. Ça, vous le voyez tout seul. Ce sont des données qu'on a récupérées. C'est la beauté de Polytechnique, c'est qu'on a récupéré les fichiers de mortalité des pays européens, États-Unis, enfin les pays occidentaux. Depuis 1960. Alors les fichiers, ils sont partout. Le problème a été de les récupérer. Les pays ont changé. L'Allemagne de l'Est n'existe plus. La Croatie est apparue. L'Union soviétique a explosé. Enfin, mathématiquement, ça n'est pas que simple à traiter. Les définitions des maladies ont changé. Mais on va essayer de faire des stats qu'on puisse comprendre. Et alors, il y a des outils mathématiques pour ce genre de choses qui s'appellent des ASR. C'est-à-dire qu'on standardise une population comme si elle n'avait pas vieilli entre 1960 et maintenant, par 100 000 personnes, c'est-à-dire qu'on essaie de comparer le comparable. Et ce qui est impressionnant, la première chose, c'est que ces données ne sont nulle part dans la littérature. Personne n'a essayé de faire le tableau de bord de ce qui se passait. Vous avez le fichier de l'Isère, où vous regardez que le cancer du sein bougeait, ceci, cela, puis vous en avez un en Côte d'Or, et peut-être en Vendée, je n'en sais rien, mais le tableau mondial de ce qui se passe, ça n'intéresse personne. Ou en tout cas, c'est fait partout. 1961-2010, je n'ai pas les données plus récentes. Donc ça correspond à des populations de plus en plus âgées. On fait de plus en plus de cancers quand on est vieux, c'est une maladie du vieux, le cancer. 2 tiers après 70 ans. Donc la définition de vieux, moi qui atteint dans 57 ans, varie et n'est plus la même que quand j'en avais 42 mois. Mais, et vous voyez les résultats de la médecine moderne, c'est-à-dire que la mortalité par cancer, ça c'est les hommes, ça c'est les femmes, on ne peut pas dire que ce soit un succès mirifique. Et les baisses ne correspondent pas à des guérisons beaucoup plus importantes, mais un shift d'une tranche d'âge à une autre. Donc vous voyez que la mortalité par cancer, ça c'est tout cancer, entre 1961 et maintenant, dans 19 pays occidentaux, il y a les États-Unis là-dedans, il y a la France aussi, vous voyez que si vous êtes optimiste, vous voyez une baisse chez les tranches âgées récemment, 15 ans. Vous voyez aussi une augmentation avant qu'on ne comprend pas très bien. Chez les femmes, aussi une discrète diminution. Si par contre vous regardiez la mortalité infantile en 47-48, ça tombe d'un facteur 3 ou 4, en 2 ans c'est fini. Là vous n'êtes absolument pas dans le même cas de figure. Il y a eu possiblement un petit progrès, et tant mieux, mais ce n'est pas dramatique. Je vais juste vous exploser les courbes en différents types de cancers. Alors en haut, vous avez évidemment le cancer du poumon. Toujours, c'est une population mathématiquement qui n'a pas vieilli
entre 1960 et maintenant, bon, le cancer du poumon, vous voyez bien que ça a monté, et on sait pourquoi. C'est probablement pas le goudron, mais le CO2. Et vous voyez, ça baisse. Bon, ça, tout le monde sait qu'il ne faut pas fumer. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant pour moi, c'est les deux courbes en bas. Et enfin, non, ça c'est la baisse du cancer de l'estomac qui commence avant même la médecine moderne. On ne comprend pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait de manger des alimentations moins avancées? C'est ce qu'on raconte, en réalité, personne n'en sait rien. Et là, vous voyez la mortalité par cancer du sein dans 19 pays occidentaux. Et vous voyez qu'entre 1961 et 2009, on est kiff-kiff à peu près la même chose. C'est-à-dire que l'impact des campagnes de dépistage type mammographie, faites une mammographie tous les ans ou tous les 2 ans, l'impact des médecines modernes est de plus en plus cher et de la chimiothérapie de plus en plus moderne, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne crie pas aux yeux, ça ne saute pas aux yeux. Et ça, c'est des données que nous avons moulinées, qui n'ont pas été moulinées par l'industrie ou n'importe quoi. Je peux vous garantir que les données sont honnêtes. C'est tout ce que je peux vous dire. L'autre sujet que je voudrais vous montrer, c'est celui-là, c'est le cancer de la prostate. Alors le cancer de la prostate, vous avez un contraste entre le nombre de morts qui a tout de même diminué de 0,5% en 50 ans et une augmentation du nombre de cas qui a été multipliée entre 6 et 8 selon les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien. Tout se passe comme si on avait créé une épidémie de cancer de la prostate, que des hommes avaient vu leur prostate innocente et encore peut-être prête à marcher, aller au baquet avec tous les problèmes d'impuissance, d'incontinence et tout ce qui va derrière. Et on voit aussi une autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'impact évident là-dedans des thérapeutiques modernes et plus chères. On sait en 1960 déjà que le cancer de la prostate peut être traité par les hormones, c'est-à-dire qu'on donne ou des oestrogènes ou on castre chirurgicalement les gens. Depuis, on fait ça de façon un peu moins violente, mais il n'y a pas de contraste, d'impact évident de la thérapeutique moderne ou des médicaments à milliards d'euros derrière. J'ai plus de 250 publications, c'est la seule que je suis jamais arrivé à faire passer. Le boulot a été fait par des mathématiciens de Polytechnique ou de Dauphine, des gens honnêtes au carré. Le papier, quand on le soumet, revient toujours sans avoir été lu, sans avoir été critiqué du genre « vous avez fait une erreur ». C'est juste pas dans le cadre du journal que ça peut passer. Voilà. Donc, ça, c'est le tableau. C'est un tableau qu'évidemment on peut discuter parce que rien n'est jamais complètement noir, rien n'est jamais complètement blanc. Si vous allez chercher quelques types de leucémie un peu particulières, vous voyez un impact du Glivec, et là vous voyez clairement que la mortalité chute. Mais pour les pathologies courantes, pour l'ensemble du fléau que représente le cancer, le moins qu'on puisse dire, c'est que le succès n'est pas dramatiquement évident. Alors, après, c'est moins important les diapos. Une fois que vous avez ce tableau-là, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous avez toujours la possibilité, évidemment, de traiter ou d'aider les gens, vos prochains, de le faire le plus gentiment possible, ou de faire une pompe afrique, enfin, tout est possible, et de monter dans la hiérarchie. Tous les cas de figure humains existent. Le cancer est tout de même un domaine où il y a beaucoup d'argent, et les gens sont capables de payer cher. Ça, c'est une possibilité. Moi, j'ai préféré, ou j'ai fait le choix, ou on m'a donné à faire le choix d'aller faire de la recherche plutôt que de trop répandre ce bruit-là, parce que c'est quelque chose d'infiniment violent pour le corps médical, violent pour soi-même aussi, que de se rendre compte que, somme toute, ce que vous avez essayé de faire ou ce que vous faites honnêtement n'a que les résultats limités. C'est des choses qu'on connaît tous dans notre vie. On est là. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je fais, quoi? Moi, j'ai décidé de me replier vers un monde autre, un monde dans lequel on pouvait essayer de recomprendre le cancer et de quitter le monde de la complexité. Je veux dire, c'est toujours facile de dire que les choses sont compliquées, quoi. Très bien, ok. J'étais faire une conférence dans un monde d'actuaires à Lyon il y a 2 mois. Et je les entendais parler des montées, des baisses de bourse, enfin ce genre de trucs. C'est extraordinairement compliqué. Vous regardez ça, vous n'y comprenez rien et vous pensez que
eux, peut-être, ils comprennent quelque chose, mais vous n'y comprenez rien. Mais au fond, c'est jamais qu'un mélange d'une loi binaire. Vous avez envie, vous avez peur. L'envie du profit, la peur. Et ça vous fait, quand vous le moulinez, des choses extrêmement compliquées. De dire que le cancer est une maladie complexe, compliquée, c'est une façon, quelque part, d'avouer son échec. C'est une façon, quelque part, de voir que vous cherchez une forme d'excuse. Alors, évidemment, tout est à un moment compliqué, mais moi, quand on me dit que quelque chose est compliqué, deux choses où on essaie de ne pas me dire ce qu'on veut, ce qu'on sait, soit au contraire que plus probablement la personne n'a rien compris. Donc, on a fermé les portes, on a essayé de comprendre ce qu'il y avait d'invariant, de classique dans tous les cancers. Pour nous, l'hypothèse était le cancer est une maladie simple, toujours la même, qui a donc un traitement simple. C'est une hypothèse, ce n'est pas une certitude. Alors, qu'est-ce qu'il y a de constant dans le cancer ? Alors, si vous le prenez dans la discussion commune, il y a l'importance du stress, l'importance de l'environnement, l'importance de la peur, le fléau que ça représente, et ce genre de choses. Mais quand vous le prenez de façon clinique, parce que nous, on voit en tant que médecin, il y a 4 choses qui sont constantes. 1, le cancer est dur. Quand vous faites un examen, par exemple à toucher rectal, l'adénome de prostate, donc la tumeur bénigne de la prostate, qui empêche les hommes d'uriner la nuit, c'est relativement mou. Le cancer, c'est dur. Et la première chose que vous voyez quand vous examinez avec le doigt un cancer, le cancer, c'est comme ça, c'est dur. Et ce c'est dur, ça veut probablement dire quelque chose. La deuxième chose, c'est que ça a une forme particulière. Alors, si vous voulez faire un peu de physique, ça s'appelle une forme fractale. On rentrera dedans dans 2 minutes. Et ça brûle, ça prend le sucre et c'est basique. Et ça, ces choses-là, elles sont cliniquement évidentes. On les regarde tous les jours, mais ça n'est jamais écrit comme ça. Quand vous allez dans les livres de médecine, vous partez dans autre chose. Alors, quand vous prenez les grands livres de médecine sur le cancer, ceux qui font 1000 pages et toutes les références sont derrière, vous avez toujours à peu près la même chose. Vous avez l'influence du génome, vous avez ceci, cela. Je ne vous parlerai pas de tout ça maintenant, on en parlera peut-être sur les questions. Je ne vous parlerai pas de toutes les histoires vers lesquelles la science s'est dévoyée. Je vais revenir à ces 4 paramètres-là et essayer de vous faire comprendre qu'il y a une loi derrière, scientifique, qui explique ça. Le jour où vous comprenez cette loi, le jour où vous comprenez comment ça marche, vous avez l'explication du cancer. Alors, excusez-moi. Alors, les pressions. Le cancer, c'est dur. Alors, on a fait, ça s'est fait en collaboration avec l'université de Louisville à Kentucky. Louisville, c'est Louis XVI, mais Louis XVI, on l'avait déjà décapité, mais là-bas, ils ne le savaient pas encore. Donc, ils l'ont appelé Louisville, la ville de Louis XVI, en l'honneur de l'indépendance américaine. C'est dans le Kentucky. Louis XVI, tant pleuré par ici. Toujours est-il que quand vous faites une biopsie de vos tumeurs, vous pouvez mettre dedans un petit manomètre et vous allez regarder la pression. La pression, c'est un paramètre de physique. C'est facile à mesurer. Et donc, quand vous mesurez la pression, vous mesurez la pression dans le parenchyme normal, dans le foie normal. Il n'y a pas beaucoup de pression, le foie c'est mou. Quand vous avez pinardé un peu de trop, ça devient plus dur. Même que ça s'appelle cirrhose, en grec, ça veut dire dur. Et quand vous regardez dans la tumeur, c'est foutrement très dur. Et cette augmentation de pression, vous l'avez dans tous les cancers. C'est pour ça que, comme je vous disais, le cancer, c'est dur à l'examen clinique. Attendez, je vais dans le mauvais sens. La deuxième, ça a une gueule particulière. Ça, on n'a pas besoin de faire une biopsie. Nous, on sait que c'est un cancer. Il est de mode de faire des biopsies, mais cette forme-là, c'est une forme de cancer. C'est ce qu'on appelle une forme fractale pour parler en matheux, ou une forme stellaire, enfin une forme d'étoile. Ces prolongements-là que vous voyez qui sont blancs, ces dendrites blanches, c'est une forme fractale. Ça, c'est un cancer à tous les coups. C'est même pas la peine d'aller mettre une aiguille dedans, vous le savez. Et ça, c'est une forme fractale, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est ce qu'on cherche dans les mammographies de dépistage, c'est ce qu'on cherche dans les radiothorax chez les fumeurs, c'est ce qu'on cherche toujours. C'est cette image-là très particulière. La troisième, c'est l'effet Warburg, je reviendrai dedans. Le cancer capte du sucre. Et il capte beaucoup de sucre. Et la quatrième, c'est le cancer, c'est basique. Alors, pour ceux qui aiment l'équilibre acido-basique, il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur le pH dans le cancer. Le cancer,
ça intéresse beaucoup les gens. Il est acide à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est basique. Je reviendrai dessus, c'est un truc important, c'est un truc un peu technique. Je vais peut-être passer ça un peu rapidement, mais c'est un sujet sur lequel on va revenir. Je vais m'arrêter 5 minutes, je vais vous laisser un petit peu ça, et je vais faire un petit peu d'historique. Peut-être un petit peu pour poser la conversation. L'histoire du cancer, c'est une histoire qui, grosso modo, alors évidemment les grands anciens en avaient parlé, mais est-ce qu'ils avaient parlé de ça aussi clairement, j'en sais rien. Ça commence dans les années 1800, 1820. Le terme de métastase, c'est pendant les guerres napoléoniennes que le terme est forgé. C'est à ce moment-là qu'on comprend qu'une tumeur, ça essaime, c'est Bichat qui dit le mot. Le cancer n'a pas ou n'est pas toujours une vacherie. C'est souvent une vacherie, ça tue, c'est pas la peine que je vous le répète, vous le savez déjà, mais il y a un très bel exemple, on est en 1830, en Angleterre, et il y a des femmes qui viennent dans une consulte, qui ont des masses au sein, et les Anglais, à l'époque, savent déjà faire des biopsies. Et les Anglais, ça a de l'ordre. Et ça a de l'ordre, et ça garde les biopsies, si bien qu'on peut les revoir 200 ans après, et voir que ces femmes qui avaient probablement des tumeurs importantes, on les regarde au microscope et on voit qu'il y avait des cancers. Il y a tout de même 50% de ces femmes qui sont encore en vie à 3 ans et 10% en vie à 10 ans. À l'époque, il n'y a aucun traitement. Donc ce ne sont pas des maladies qui sont fulgurantes toujours. Ce sont des maladies qui peuvent l'être, mais ce ne sont pas des maladies qui sont toujours extraordinairement violentes. Après, le cancer vit des étapes de développement et au début, par exemple, la mère de Louis XIV avait un cancer, c'était la mère ou la femme, peu importe, avait un cancer du sein. Donc, ils ont essayé un peu de raboter le cancer pour le truc. Et puis, quand ça ne marchait pas, ils ont tout de même mis de la viande sur le cancer du sein pour que la tumeur aille manger cette viande-là plutôt que la patiente. Donc, on a vécu des moments un peu magiques. Les années 1850, c'est grosso modo l'anesthésique, donc on commence à faire des chirurgies et on passe de plus en plus rapidement à des chirurgies de plus en plus importantes, et c'est essentiellement au sujet des cancers du sein. On commence en réalité à ouvrir les cancers du côlon et tout ça bien plus tard. L'idée du cancer dans les années 1920, c'est l'idée sur laquelle nous allons revenir, c'est l'idée de Warburg. Alors je vais refaire un petit peu d'histoire. Si vous refaites un peu l'histoire de tout ça, il y a des grands anciens, et les grands anciens, ils ne disaient pas que des conneries. Et c'est peut-être pour ça qu'on a gardé leur histoire. Alors, 1860, pour l'industrie, Louis Pasteur étudie la levure de bière. Et qu'est-ce qu'il dit sur la levure de bière ? Eh bien, vous prenez de la levure, vous la cultivez. Eh bien, quand vous diminuez la teneur en oxygène, la levure pousse. C'est contre-intuitif, mais il montre que si vous voulez que votre levure pousse, il faut que vous coupiez l'oxygène, qu'il y ait moins d'oxygène. Alors, la levure ne brûle plus et elle prolifère. Ça, c'est quelque chose qui est connu, mais que moi, en étudiant en médecine, je n'avais pas vu, mais enfin, c'est des choses qui sont dans la littérature du grand Louis Pasteur. Et on est en 1910 ou 1920, les Allemands se lancent dans la respiration cellulaire. Ils essayent de comprendre la chimie de qu'est-ce qui se passe quand on respire et comment ça marche. Et vous avez toute une équipée de grands prix Nobel. Vous avez Emden, Meyerhoff, Krebs, Warburg, enfin des gens, vous connaissez ou vous ne connaissez pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais qui tous auront le prix Nobel. Je veux dire, ce n'est pas les oiseaux de base. Et qu'est-ce qu'ils vont vous raconter ? Ils racontent que, surtout Warburg qui laisse son nom à ça, qui a un double prix Nobel, il raconte entre 1910 et 1920, le cancer, il n'arrive pas à brûler. Et le cancer, c'est comme la levure qu'avait vu Pasteur, quand il n'y a pas d'oxygène, ça prolifère comme de l'herbe folle. Et il comprend que Warburg dit la cellule tumorale est incapable de brûler. Comme elle ne brûle pas, elle prolifère. Et il y a un blocage. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Alors Warburg était un drôle de bonhomme, amoureux de ses chevaux et de son majordome, peu enclin aux femmes apparemment, et très germanique. C'est-à-dire qu'il est resté en Allemagne, tout en restant, je pense, honnête, jusqu'à 1945. Hitler était un phobique, comme tous les végétariens, mais un peu plus que les autres peut-être. Et
il avait peur d'attraper un cancer des cordes vocales, donc il a gardé un groupe où il y avait quelques juifs qui étaient là, et Warburg qui était demi-juif. Et en 1945, quand les soviétiques sont rentrés à Berlin, Warburg a tout de même dit « Ich bin der Professor ». Bref, mais un type honnête aussi, qui est resté puissant jusqu'aux années 70, mais vous comprenez bien que ce travail sur la respiration cellulaire et ce blocage de la respiration cellulaire, ça amène évidemment à côté à tous les poisons de la respiration cellulaire, c'est-à-dire les gaz de combat de 14-18, l'hypérite, des choses comme ça, puis le Z-comblé. Donc, avec tout ça, ça passe aux oubliettes de l'histoire. Le fait que Warburg n'est pas parti aux États-Unis comme sont partis les physiciens ou les mathématiciens et tout ça, le fait qu'en plus il y a eu le Z-comblé et tout ça, ça passe aux oubliettes. Et on passe à une autre étape de la recherche en cancérologie, qui est l'étape de l'informatique. L'étape de l'informatique, c'est tout d'un coup, il y a le code secret. Maintenant que, pour moi qui viens ici, je vois des images de la Vierge un peu partout quand j'ai roulé en venant du château. Jusqu'ici, il y avait Dieu. Et le jour où Dieu devient moins crédible pour beaucoup de gens, on s'imagine quelque part qu'en soi-même, on a un code secret qui explique pourquoi on se réunit aujourd'hui tous ici pour parler du cancer. On a cette impression qu'il y a un code profond qui vous explique tout. Vous rajoutez de l'informatique, le fait que le code est à moitié compris, qu'il est plus compliqué qu'il en a l'air, parce qu'il y a le génome et puis il y a l'épigénome, et puis je vous rajoute une couche après encore, mais ça devient un fantasme d'informaticien. Et évidemment, tout s'explique dans le code secret, et je vous passe le Da Vinci Code et compagnie, et c'est parti. Et c'est parti, et il y a des milliards et des dizaines de milliards qui vont se mettre pour essayer de décoder quelque chose. Alors je ne sais pas si tout ceci est du domaine de la plaisanterie, ou au contraire, enfin de la plaisanterie tragique, ou d'une de ces erreurs de la science, mais au fond, ça n'a pas donné grand-chose. Pour ceux qui ont des maladies héréditaires, qui font des cancers, fait 2 ou 3% de la totalité des malades, eh bien, évidemment, ils savaient déjà qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait normal dans la famille. Mais pour le gros des gens, c'est-à-dire les gens, vous, moi, qui ont un pépin, en tout cas à partir d'un certain âge, cette approche génétique et ce qui va avec, c'est-à-dire les traitements extrêmement chers qui vont viser un enzyme précis ou une protéine précise, vous avez vu les courbes de mortalité, si impact il y a, il n'est pas énorme. Je voudrais revenir à un aspect de modélisation. Je ne sais pas si... J'espère que je suis à peu près clair dans ce que je raconte, mais j'essaie... La façon dont nous percevons la vie. On est basé aujourd'hui sur un modèle pasteurien, c'est-à-dire il y a le bien, il y a le mal. Il y a l'infection par les méchantes bactéries et les bons flics du système immunitaire va vous guérir. Ce modèle-là marche quand une bactérie est très différente d'un homme. Ce modèle-là est perçu comme le modèle de base du cancer. Et il y a à la 5e colonne qui nous envahit de cellules un peu folles, un système immunitaire qui va répondre et tout remettre à niveau. Ça, c'est le modèle, je vous le fais en français très courant, de base. Mais il y a aussi un modèle métabolique auquel on pense moins, qui existe. Alors, une des questions qu'on a eues, qui est une question qui peut sembler totalement absurde, mais vraiment fondamentalement très vraie, on était en train de manger un soir, et puis il y en a un qui dit « il faut que j'aille me raser ». Pourquoi est-ce que la barbe pousse la nuit? C'est élémentaire. Pour tous les hommes, ils savent qu'ils se rasent le matin et pas le soir. Et des questions qui sont aussi élémentaires que ça, pourquoi c'est la nuit que ça se passe et le jour? Et il y a un cycle du jour et de la nuit. Le jour, votre température monte. Pour ceux qui ont eu des gosses, la température est d'un degré plus chaude le soir que le matin. Et pas que pour les gosses. Vous urinez pendant la journée, vous bougez, vous brûlez. Le système qui brûle, ça s'appelle la mitochondrie, est actif. La nuit, c'est pas la même chose. La température s'effondre, la barbe pousse, on est en synthèse. Et pour les hommes, il y a des érections nocturnes, et pour les femmes, il y a des hormones en folie. Parce que vous êtes en synthèse. Et vous pouvez comprendre plein de choses selon une alternance entre deux systèmes. Un système de synthèse, qui est plutôt un système nocturne, et un système qui brûle, qui est plutôt un système du jour.
Et vous pouvez voir les enfants. Moi, je me rappelle la dernière fois, mon dernier gosse, quand je mettais un biberon avec 100 grammes de poudre de lait, prenez 30 grammes. Donc, le bébé est en synthèse, et plus vous vieillissez, plus vous êtes en métabolisme oxydatif, plus vous brûlez. Donc, on peut relire beaucoup de choses de biologie simplement par cette alternance entre la synthèse et le fait de brûler, ce qu'on appelle la combustion, la mitochondrie, tout ça, c'est synonyme. Attendez, j'ai dans le mauvais sens. Alors, je voudrais essayer, je ne vais pas aller trop loin, dans une chose dont je voudrais vous parler très brièvement, parce que ce que j'aimerais vous approcher à essayer de faire passer comme message, c'est qu'il y a des équations extrêmement simples qui tiennent la biologie. Alors ça, vous avez compris que jusqu'à présent, je pense qu'on peut voir une partie du vivant comme une alternance entre des phases de synthèse et des phases où l'on brûle. Que le cancer est un moment où la phase de brûler est bloquée, c'est ce qu'on appelle la synthèse, c'est l'effet Warburg, c'est le fait que ça prolifère. Je voudrais faire un tout petit détour, je suis désolé, c'est peut-être un peu technique, sur comment nous fonctionnons. Parce qu'à mon avis, tout est lié, la façon dont nous fonctionnons au sens chimique, la façon dont on fonctionne au sens division cellulaire et la façon dont on est malade. Et après, on rentrera dans les questions plus techniques, peut-être plus terre-à-terre. C'est une division cellulaire. Ça, c'est dans du maïs. Et vous regardez comme c'est beau. D'un côté, vous avez les cellules se divisent en deux, une part par là, une part par là. Et regardez comme c'est beau. C'est toujours la même chose. Ça fait 3 milliards d'années ou 4 milliards d'années que ça dure. Et c'est exactement la même chose. Et ça marche. Ça, c'est les chromosomes qui vont se séparer. Regardez, ça marche comme les lignes de champ électrique que vous avez peut-être vues dans votre enfance ou des vieux souvenirs de lycée. Je ne sais pas. C'est peut-être un peu loin pour certains, plus proche pour les ingénieurs. Mais voyez, tout ceci est fait extrêmement électrique, extrêmement physique. Alors, la cellule marche à l'énergie, c'est une machine électrique qui synthétise de l'énergie, qui s'appelle l'ATP dans notre langage. C'est le dollar ici pour l'argent. Là-bas, en cellule, tout se passe en ATP, en énergie. Et ce que je voudrais simplement vous donner, je vais passer ça, c'est peut-être un peu compliqué, c'est ça que je voudrais vous dire. Alors, c'est un truc que je n'ai pas encore montré, mais la cellule, elle va se diviser selon un rythme extrêmement précis. D'abord, la cellule se divise, c'est ce qu'on appelle mitose. Après, il y a une petite phase de calme. Après, il y a une synthèse de l'ARN. Après, il y a une synthèse de l'ADN. Après, il y a une rephase de calme. Après, il y a une redivision. C'est toujours dans le même ordre. Ça fait 3 milliards d'années, ou à peu près, que ça dure. Ça n'a pas bougé. Et ce que je voudrais simplement vous montrer, c'est que quand vous regardez les différentes phases, peu importe les détails, ça n'a pas d'importance à la minute ici. Ça, c'est la concentration d'ATP. Ça, c'est la concentration de couple redox. Et ça, c'est la concentration de H+. Il y a des gens qui s'émerveillent devant le bruit du Big Bang initial, qui n'a pas changé depuis, enfin, que l'on peut entendre, même si ça remonte aussi à pas d'âge. Eh bien ça, vous avez une suite d'oscillateurs couplés, comme diraient les physiciens, l'énergie, l'oxydoréduction et H+, donc l'acidité, qui sont exactement les mêmes courbes dans la cellule. Ça veut dire que la cellule marche selon un rythme immuable et que ce rythme-là, probablement, explique plein de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ça serait trop technique, mais en même temps que vous avez ces phases du cycle cellulaire, vous avez aussi l'ADN qui s'ouvre, qui se ferme, qui se démaillote, et ainsi de suite. Et ce que l'on pense, c'est que ce que l'on voit là, ce que l'on voit là, eh ben, c'est le bruit de la vie. C'est la beauté de la façon dont une cellule fonctionne. Là encore, c'est un travail qui est tout sauf élémentaire, parce qu'il faut prendre les cellules, les mettre dans la bonne phase et mesurer ces choses-là, NAD, NADH, enfin tout ça, ce n'est pas que simple. Et j'ai la chance de travailler avec Mohammad Abolassani, qui est un Iranien avec qui je bosse depuis 15 ans, en qui j'ai la plus entière confiance. Et c'est lui qui a sorti ces données récemment, qui ne sont même pas encore publiées. Alors, on va revenir à l'histoire du cancer.
Et après, on va finir par les malades. Je finirai par les malades, mais pas tout de suite. Ce que l'on comprend, c'est qu'il y a une façon de la cellule de respirer, qu'à certains moments, la mitochondrie est ouverte, elle brûle, à d'autres, elle ne brûle pas. Et que ça explique probablement la façon dont la cellule s'ouvre, se divise, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans toutes les équations, je pense que ça n'a pas de sens, mais il y a ça. Et bien que c'est la même chose, cette alternance entre brûler et synthétiser, ça explique plein de choses. Je vous parlais de la barbe avant, on peut parler de plein de choses du même genre. Et que, au fond, le cancer, ça n'est que l'altération de cette équation première. Ce qui brûle dans la cellule, la centrale, ça s'appelle la mitochondrie. La mitochondrie, c'est rentré dans les cellules environ 2,5 milliards d'années. Avant, c'était des vies séparées. Puis tout d'un coup, ils ont fait affaire ensemble, ils vivent ensemble. Et l'ADN, la mitochondrie a son propre ADN. C'est là où ça brûle, c'est des petites organelles. Et bien, ce que vous voyez dans le cancer, ça, c'est une mitochondrie normale. C'est là où se fait l'énergie. Et bien, dans le cancer, vous voyez que ça n'a pas une gueule tout à fait normale. C'est même franchement pas normal. Et vous voyez que dans le cancer, les mitochondries ne marchent pas. Et si les mitochondries ne marchent pas, eh ben, vous ne faites pas d'énergie. Et ça, c'est une des choses qu'on a rentrées récemment comme données. La concentration d'ATP, c'est-à-dire les dollars ou les euros de l'énergie, eh ben, dans les cancers, c'est effondré, c'est en vert, par rapport aux cellules normales. Il n'y a plus d'énergie. Et comme il n'y a plus d'énergie, il faut tout de même faire un peu d'énergie pour survivre. La seule façon de faire de l'énergie, c'est d'ouvrir les portes. Et pour ouvrir les portes, le rendement est peut-être plus faible, vous ouvrez les portes et vous faites rentrer le sucre, et le sucre vous amène un peu d'énergie. Alors, maintenant, je vais passer... Ce que j'ai essayé de vous dire jusqu'à présent, c'est que le fait de brûler ou de synthétiser, cette oscillation-là, c'est probablement la clé même de la biologie. Que c'est altéré dans le cancer et que ça explique probablement le cancer. Je voudrais juste dire un mot sur la chimiothérapie standard. La chimiothérapie, elle se mesure au PET scan. C'est une façon de mesurer ça. Vous faites un PET scan, vous injectez du sucre radioactif. Si votre chimio marche, eh bien, les petits nodules qui chauffent, ils chauffent moins. Ça veut dire que ça capte moins de glucose et que probablement ce qu'on voit avec la chimiothérapie qui tue les cellules, ça a plein d'effets, y compris le changement du métabolisme. Je ne vais pas rentrer dedans, c'est vous perdre dans des détails là. Mais ce que l'on est en train d'essayer de comprendre n'est pas en contradiction avec ce qui existe, c'est juste un peu différent. Alors, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Alors, je vous avais dit, donc, et c'est pour ça probablement que je suis là, qu'on allait essayer de lever cet effet Warburg, c'est-à-dire ce blocage. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui s'appelle Maurice Israël, qui est un type en qui j'ai profondément confiance, un génie. C'est lui qui m'a guidé dans ces histoires d'embouteillage métabolique dans lequel on se perd tous. C'est impossible de se retrouver là-dedans. Et lui m'a beaucoup aidé. Il est parti là maintenant, il vient de déchiffrer le Voynich. Le Voynich est un grand texte ésotérique, entre guillemets, du XVIe siècle, qui est à Yale, un parchemin que personne n'a compris. Lui, il a compris que c'était du grec à l'envers. Enfin, vous voyez le genre de gens pour lesquels j'ai le plus profond respect, mais c'est des gens qui sont évidemment non totalement normés, au sens ils sont géniaux. Alors, il a fait une liste, ou il nous a fait une liste de molécules qui pouvaient lever les blocages. On ne savait pas où était le blocage, qu'est-ce qui bloquait. Alors, l'idée, c'était, c'est là-dedans quelque part, quoi. Et ça a été plus de 10 000 souris, pour la plupart faites à Téhéran, toujours par la même personne, 50 boulots, 5 personnes. L'argent venait de nos poches à nous, ou de contrats industriels, mais ainsi de suite. Et on a essayé de... On s'est dit, on ne peut pas faire de la boîte de pétri quand vous avez vos cellules qui flottent dans une boîte, avec même un peu d'eau, de sucre et tout, c'est pas le bonhomme, quoi, ça n'a rien à voir. Donc on a injecté aux souris. La souris, vous soulevez le flanc, vous injectez un bout de cancer dedans. La souris n'aime pas beaucoup, mais vous êtes plus proche du bonhomme. Et donc on a fait du screening de molécules pour voir ce qui marchait pas. Alors, vous injectez, grosso modo, 1 mois après l'injection, la bête est morte, sauf si vous avez quelque chose d'efficace. Vous voyez, là, c'est une combinaison qui est efficace. Et on s'est trouvé avec une combinaison, je partirai après sur le nom des médicaments. Je suis dans le bon sens ou pas? Et
on a vu qu'on avait une combinaison d'acide lipoïque et d'hydroxycitrate qui ralentissait les croissances. Là, c'est du cancer de vessie. Vous voyez, la souris vit plus longtemps. Là, elle est morte très rapidement. Ça, c'est avec une chimio. Vous voyez que c'est meilleur que la chimio, en tout cas là. Ça, c'est le cancer de mélanome, du cancer de la peau. Ça, c'est du cancer du poumon. Enfin, peu importe le détail, ça marche mieux si on rajoute de la chimio. Après, quand on avait quelque chose qui ralentissait, on a voulu avoir mieux. Donc, on a cherché un troisième médicament. Et puis un quatrième. Ça, c'est avec la capsaïcine. Donc, comme il racontait, je voulais voir si ça marchait. Si je pouvais le donner aux malades, ça marche. Je me suis retrouvé au SAMU. Donc, je ne l'ai jamais mis à des patients. Et ainsi de suite. Donc, on s'est trouvé avec quelque chose qui ralentissait toutes les tumeurs dans tous les modèles. Je ne passerai pas sur comment faire quand on a un truc comme ça que personne n'attend et qui est radicalement différent de ceux que les autres ont. D'abord, quand on a commencé à publier sur l'acide lipoïque, il y avait 2 publications sur le cancer, maintenant il y en a 300. Sur l'hydroxycitrate, il y en a moins, mais il y en a tout de même. Il y a des analogues qui sont en train de se développer, qui évidemment vont valoir 1000 fois plus cher. Et donc il y a ces problématiques-là, et puis il y a fondamentalement la problématique humaine. Et évidemment, je ne suis pas dans le genre très discret, donc je vais bavarder avec la personne qui était en face de moi au labo, qui est Antonello, dont quelqu'un connaît, enfin un collaborateur ici. Et Antonello avait un cancer du côlon métastasé au péritoine, et on en reparlera un petit peu après. Et il a tenu 5 ans avec ça, alors que l'espérance de vie est bien plus courte. Et ils l'ont laissé mourir. Et c'est une autre histoire, mais je ne peux pas rentrer de ça dans le public. Mais ça a été extrêmement violent pour moi. Voilà. Son scanner en 2009, le même scanner en 2012. Vous voyez que c'est une masse pelvienne. En même temps, il y a eu un copain à moi c'est une histoire d'amitié, tout ça aussi. Ça a commencé en Italie. C'est une femme qui a un glioblastome. Un glioblastome, ça vous met au tapis dans l'année habituellement. C'était une femme qui est témoin de Jéhovah et qui est en vie maintenant. C'était quoi, 2008 ? Ça fait 7 ans et elle va plutôt pas mal. Après, entre-temps, il y a quelqu'un d'autre aux États-Unis qui a commencé à traiter des malades, enfin, qui avait traité avant moi, des malades à l'acide lipoïque, c'était la même chose que moi, qui raconte que les cancers du pancréas ne meurent pas, enfin pas tous. Donc il a été convoqué au National Institute of Health, c'est-à-dire à une institution américaine. Et évidemment, la première chose que vous faites, c'est est-ce que c'est vrai ou du pipeau, est-ce que les maladies existent ? Bon, d'accord. Donc ils ont vérifié que les maladies existaient, et puis il ne s'est rien passé après. Alors, moi, j'ai décidé il y a 3 ans de commencer à... Vous savez, le boulot du médecin n'est pas simple. Vous avez un cadre législatif extrêmement rigoureux. Et deuxièmement, les pauvres bougres qui savent qu'ils vont mourir. Donc, si vous êtes prudent, vous voyez le cadre législatif. Et si vous êtes plus humain, vous voyez qu'ils seront condamnés. Alors, le cadre législatif est moins clair quand il y a des compléments alimentaires. Donc, j'ai essayé d'avoir une conduite à tenir personnelle, qui était j'aidais les pauvres bougres qui venaient, même si le terme de pauvre bougre n'est pas forcément le terme totalement normé qu'on peut utiliser, et que je le faisais gratuitement. Je n'ai jamais fait payer un malade. J'essaie de tenir ma barque honnêtement. C'est la seule chose auquel moi je pouvais faire. J'ai essayé d'aider les gens comme j'aurais voulu qu'on m'aide quand moi j'avais mes propres problèmes. Donc l'idée, elle est simple, c'est pas la peine de rentrer dans le détail. Le cancer, c'est une déconnexion de la mitochondrie. Le fuel ne rentre plus. Il y a une stase d'amont. Et cette stase d'amont fait que la cellule va se diviser en 2 et ainsi de suite et augmenter la pression. Et donc, si on arrive à ouvrir avec l'acide lipoïque et à fermer celui-là avec l'hydroxycitrate, la tumeur va pousser moins vite. Alors ça, c'est les 11 premiers malades que j'ai publiés. C'est plus 21 mois, c'est à 33 mois. Il y a 5 malades sur 11 qui sont encore en vie. Non, ici, il n'y a personne qui les connaît. Mais enfin, ils existent, ils sont sur Internet et ils ont pour la plupart témoigné dans le site de l'association. Bon, il y en a quelques-uns qui sont morts vite. C'était tous des malades renvoyés à la maison pour mourir. Et il y en a plusieurs là-dedans qui avaient eu l'extrême onction. Je veux dire, c'était pas du petit cancer du sein, c'était du bourré de métastases. C'est pas la même histoire. Donc ces malades-là existent.
Alors la première, c'est Florentine. Pour ceux qui veulent adhérer à l'association, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle Cancer et Métabolisme, qui est à Mont-Saxonnet, qui est l'équivalent des Herbiers, mais en Savoie, enfin un peu plus petit. Elle avait un lâcher de ballon cérébral, c'est-à-dire elle avait une vingtaine de métastases cérébrales. Elle a reçu l'extrême-onction et je l'ai eu au téléphone ce matin. Ça, c'était à La Réunion où elle était. Ça, c'est une femme d'origine coréenne qui a aussi un lâcher de ballon à qui on a dit qu'elle allait mourir et qui est là, maintenant, on est 1 an et demi après, et qui est en train de reprendre son boulot. Je veux dire, on peut se tromper sur l'évolutivité d'une maladie quand on est en début d'histoire. Vous savez, un petit cancer se développe pas, personne n'en sait rien. Mais dans ces trucs-là, quand vous en êtes à ce stade-là, que la chimio a loupé, vous n'êtes plus en début d'histoire. Et vous savez, vous pouvez vous courir à 15 jours, mais vous courez pas à 3 mois. Marina, qui malheureusement est morte, que j'aimais beaucoup, qui avait un cancer du foie métastasé au poumon, mais auquel je pense qu'on a rendu service, c'est des cancers de la prostate, dont le hormonorésistant, qui ont répondu au traitement. Malheureusement, j'ai appris aujourd'hui qu'il y en avait un qui n'avait pas répondu au même traitement. Voilà. Alors, ça, c'est des marqueurs de tumeurs. Vous savez, les cancers sécrètent des marqueurs. Il y a des prises de sang, vous pouvez faire le PSA pour le cancer du sein, ou le cancer de la prostate. Il y a des CA15-3, CA19-9, enfin, des choses que vous pouvez doser, qui sont des très bons marqueurs. Vous voyez que quand vous faites un traitement métabolique, les marqueurs peuvent chuter, pas toujours, mais que vous ne tenez pas les malades. Là, on l'a tenu 8 mois. Elle a fini par mourir. Voilà. Voilà. Je voudrais encore maintenant vous dire vers où on va. Alors, ce qui me semble assez clair, c'est qu'au stade d'aujourd'hui, on a un effet éminemment reproductible chez les souris. Je vous passe toute la biochimie du cancer, c'est peut-être pas l'endroit ou le propos de ce genre de choses, mais ça colle. C'est-à-dire qu'on a le fait que la mitochondrie soit inactivée ou partiellement inactivée explique le reste dans les dosages. On a un arrêt de croissance ou un ralentissement de croissance dans tous les modèles animaux, chez nous, chez les autres, ce qui est plutôt rassurant. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut améliorer ? Alors, je voudrais partager avec vous les résultats qu'on a rentrés il y a une huitaine de jours sur 500 souris qu'on a fait, là encore, toujours dans le même laboratoire, par la même personne, je suis désolé. Et sur 500 souris, on cherche la troisième molécule, celle qui va entraîner une régression tumorale. Et donc, on a fait 50 bras, ou à peu près, 10 souris par bras, parce que vous savez, il faut faire ça de façon randomisée, les pauvres bêtes, ainsi de suite. Et on a rejeté le cancer et on a essayé de regarder si on allait baisser la croissance tumorale. Et là où on en est aujourd'hui, c'est que la croissance tumorale a baissé dans ce modèle-là en rajoutant de la metformine à forte dose. Quand vous mettez de la metformine, qui est un antidiabétique, seul, chez ces souris, vous ne voyez rien. Quand vous mettez acide lipoïque hydroxycitrate, c'est-à-dire ce que j'ai, vous voyez un ralentissement, mais que partiel. Et quand vous ajoutez les deux à bonne dose, ça tombe. Ça met 1 mois à tomber, mais les masses tumorales chutent. Donc, d'où la question suivante, est-ce que c'est reproductible ? Est-ce que c'est universel ? Donc là, je suis en train, parce qu'on discutait à table à midi, de voir si on peut lever, ça va coûter environ 30 000 €, pour essayer de confirmer ça. Mais je voudrais que ce soit confirmé non plus à Téhéran, mais dans un laboratoire plus européen, plus ISO 9002, comme on dirait. Je pense que dans le transport routier, il y a aussi l'ISO 9002, ou un équivalent. Que ceci soit confirmé. Si ça se confirme, et ça devrait, si tout se passe bien, si on arrive à trouver tout et à mettre tout ça en place, ça sera pour Noël. Je voudrais qu'on essaye de faire ça en ouvert, c'est-à-dire que les gens aient accès aux données. Après, c'est possiblement une révolution dans le domaine du cancer à court ou à moyen terme. Je veux dire, il n'y a pas de raison de penser que quelque chose comme ça soit anecdotique. Alors, évidemment, ce n'est pas simple. Tout ça est même atrocement difficile pour moi, pour les malades, parce qu'on sort des clous. On sort des clous en essayant de garder des convictions claires et une forme d'honnêteté la plus intense. Mais vous entendez bien que de voir les malades
Moi, je les vois à la clinique Labrouste, mais enfin, c'est des relations extraordinairement proches. Je ne me protège pas derrière une institution, je ne me protège pas derrière une blouse blanche. Les malades ont le téléphone, là je l'ai éteint ici, mais je veux dire, ils sont là, quoi. Et ce sont des vrais gens. Et les vrais gens, c'est pas que facile. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors, j'ai la chance, si vous êtes d'accord, d'avoir quelqu'un que je ne connaissais pas qui est là. Est-ce que vous êtes d'accord de parler un peu? D'accord. On peut vous passer un micro? Alors, je ne connaissais pas ce monsieur il y a 3 heures. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie. Bon voilà, j'ai développé il y a presque 2 ans maintenant, fin 2013, un cancer du côlon avec métastase au péritoine. Donc j'ai été traité toute l'année dernière en chimio par 18 chimios toute l'année dernière. Dès le départ, je me suis documenté pour comprendre ma maladie et me redonner le moral. C'était la première chose. Et c'est là que j'ai lu un livre du docteur Schwartz et j'ai commencé tout de suite à prendre de l'acide lipoïque qu'on a parlé tout de suite dans la conférence. À la fin de mon traitement, c'est-à-dire au mois de décembre dernier, j'étais en contact avec une jeune femme de ma commune qui a eu un cancer il y a 15 ans, 16 ans maintenant, cancer du sein avec récidive, et puis extension au foie, aux poumons, aux os et même au niveau de du canal rachidien et tout, de la moelle épinière. Et c'est elle qui a été en contact à la fin de l'année avec le docteur Schwartz et qui lui a conseillé un régime qu'on appelle le régime cétogène, c'est-à-dire qu'on supprime tous les sucres pour raffamer les cellules cancéreuses, qu'on supprime aussi tous les féculents, donc plus de patates, plus de pain, plus de beurre, pas plus de beurre, plus de mojettes vendées. Donc, à tous les deux, on a commencé ce régime-là fin d'année dernière, avant Noël. Je vous dis pas que commencer à Noël un régime comme ça, c'est pas l'idéal, parce que les pâtisseries, moi qui étais bien gourmand, c'est fait de farine et de sucre. Donc, suppression. Donc, mais enfin, au début de l'année, j'ai commencé sérieusement. Donc voilà, pour moi, depuis ce temps-là, je suis en pause thérapeutique depuis décembre 2014. Tous les 2 mois, je refais un scanner. Et avec ce régime-là, mon oncologue ne comprend pas très bien, mais ça ne redémarre pas. Est-ce que c'est le régime? Il me faudrait un double qui serait comme moi et qui ne ferait pas le régime. Et puis pour savoir si... Est-ce que c'est possible, docteur? Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur mon cas personnel. C'est de l'alimentaire, c'est du... je ne sais pas. J'ai risqué. Bon, pour l'instant, je suis en pleine forme. Alors qu'il m'avait donné pas beaucoup au départ, pas beaucoup d'espoir. Donc voilà. Donc il y a des solutions. Est-ce que c'en est une? J'en sais rien. Voilà. Je vous remercie de votre courage. C'est pas simple de parler de sa maladie, ni de ses peurs. Moi, j'en sais pas plus. J'ai atteint le niveau de ce que je savais. Ce monsieur qui a très gentiment accepté de parler, on ne se connaissait pas, et c'est pas du téléphoner ou de l'organiser. On est sur une forme de volcan. On n'est pas capable au jour d'aujourd'hui d'arrêter les cancers les plus agressifs. J'ai l'espoir qu'avec de la metformine à forte dose, ça va marcher. Je ne le sais pas. Ce que je sais, je vais peut-être finir là-dessus, parce que sincèrement, je suis épuisé. Il n'y a pas que le cancer. Et le jour où vous comprenez que le cancer
c'est probablement le fruit du vieillissement. Alors on ne vieillit pas tous de la même façon. Mais ce vieillissement, il peut être accéléré par les cancérigènes qui sont des agents inflammatoires. Tous. Quand vous comprenez que le vieillissement, c'est le lit du cancer, de l'Alzheimer, du Parkinson, que les mots-clés qui sont sur le cancer sont les mêmes pour l'Alzheimer, sont les mêmes pour le Parkinson, que tout ceci est le reflet d'une équation fondamentale derrière, vous ne savez plus très bien vers quoi porter tous les efforts. Il y a tous les aspects cliniques, il y a les aspects théoriques. Moi, la chose vers laquelle j'ai essayé d'aller ou de faire aller, c'est que la science soit pure. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à la minute. Je vous remercie.